Heureusement, comme toute activité humaine, la recherche scientifique n'est pas à l'abri des erreurs ou d'activités malhonnêtes. Nous allons aborder ce sujet et analyser son importance. Nous allons commencer par des exemples précis pour illustrer le phénomène. En 2004, le biologiste et vétérinaire sud-coréen Woo-Sung Hwang publie 2 articles scientifiques dans la prestigieuse revue Science et affirme avoir cloné un embryon humain pour obtenir des cellules souches. Il a fait la une des journaux coréens et est devenu une véritable star dans son pays. En 2005, il publie toujours dans Science un nouvel article dans lequel il affirme avoir cloné un chien. Mais ces expériences ne peuvent pas être reproduites. Des scientifiques se penchent sur les articles et découvrent qu'il a falsifié ses résultats. En 2011, un Néerlandais, Diederik Stapel, a dû rétracter, c'est-à-dire retirer 55 articles, dont certains publiés dans des revues très prestigieuses comme Science. Ce chercheur en psychologie sociale travaillait sur la genèse de stéréotypes sociaux. L'enquête a montré qu'il ne réalisait pas des études, mais inventait ses résultats. Ces 2 exemples montrent que des chercheurs peuvent modifier, falsifier, voire inventer des résultats et être publiés dans des revues à comité de lecture. Un laboratoire pharmaceutique, Bayer, qui surveille les publications médicales, car elles peuvent être à l'origine de nouvelles substances actives, a analysé les publications dans les domaines de l'oncologie, la gynécologie et les maladies cardiovasculaires. Ils ont conclu que 21% des articles étaient reproductibles, 11% partiellement reproductibles et 68% non reproductibles car il manquait trop de données. La fraude scientifique est un sujet vaste qui rassemble plusieurs attitudes, comme la sélection des résultats favorables à l'hypothèse défendue par le chercheur et donc l'oubli des résultats non favorables, la modification des résultats, l'invention des résultats et le plagiat ou l'autoplagiat, c'est-à-dire copier des études déjà publiées par d'autres ou publier plusieurs fois ses propres résultats. Comme le montre cette diapositive, le problème de la fraude tel que défini plus haut est de plus en plus important. On voit une augmentation continue depuis les années 1970. Elle touche tous les domaines, même si la recherche médicale et biologique est le domaine le plus touché. La question qui se pose est pourquoi certains chercheurs fraudent. L'explication vient des conditions de travail dans le milieu scientifique avec une règle tristement célèbre « Publish or perish », publie ou périt. La carrière du chercheur dépend directement de ses articles. Plus il publie, meilleure sera sa carrière et plus facilement il trouvera du financement pour faire de la recherche. De plus, dans de nombreux pays, les frais d'inscription d'une université sont très élevés et les universités sont en concurrence entre elles. Plus une université a des chercheurs qui publient, meilleure sera sa réputation. Bref, le système actuel pousse à la publication. On trouve ainsi des dérives comme par exemple Alan Katrisky qui a à son actif 2215 publications sur une carrière qui va de 1953 à 2010, soit en moyenne une publication tous les 10 jours. Ainsi, les honneurs et l'argent poussent à la publication. Parfois, l'histoire est même sordide, comme le chercheur Andrew Wakefield, un chirurgien anglais qui a publié une étude affirmant que le vaccin contre la rougeole, les oreillons et la rubéole pouvait être responsable de cas d'autisme. Une enquête a révélé que le chercheur avait inventé les résultats et avait recruté un avocat pour porter plainte contre le laboratoire qui fabrique le vaccin. De plus, il avait l'intention de créer une entreprise anti-vaccination. Comme cela a été présenté dans la vidéo sur la publication des articles, des maisons d'édition gagnent beaucoup d'argent en publiant des articles scientifiques. Ainsi, on a vu la création de nombreuses revues qui, pour beaucoup d'entre elles, sont qualifiées de revues prédatrices, destinées non pas à faciliter la communication des résultats, mais à gagner de l'argent. Le phénomène est important. En 2014, il concernait 11 000 revues et plus de 400 000 articles. Les conséquences d'une fraude peuvent être plus ou moins dramatiques. La fraude peut passer inaperçue et n'avoir aucune conséquence scientifique. La fraude peut passer inaperçue, mais avoir des conséquences scientifiques, car elle peut être à l'origine de mauvaises pistes de recherche, voire d'un fait considéré comme réel alors qu'il est faux. La fraude peut être découverte. L'article peut être rétracté, c'est-à-dire qu'il est retiré et est considéré comme non publié. Dans les faits, c'est plus compliqué car des personnes peuvent ignorer qu'un article a été rétracté et continuer à le citer. La fraude scientifique entraîne des sanctions quand elle est reconnue. Le chercheur peut être licencié, il peut être poursuivi car on peut considérer qu'il a par exemple détourné de l'argent public. Enfin, il peut y avoir des sanctions sociétales. Par exemple, suite à une pression médiatique, certains chercheurs coupables se sont suicidés.
Mais la fraude peut laisser des traces. Par exemple, suite aux articles frauduleux mettant en cause des vaccins, certaines personnes persistent à penser que les vaccins sont dangereux et des enfants meurent suite à des maladies pouvant être évitées. En conclusion, la fraude scientifique est très minoritaire, mais elle existe et a tendance à être de plus en plus importante. Une enquête anonyme a révélé dernièrement que 2% des scientifiques avaient inventé ou falsifié des données. Ce phénomène montre l'importance de développer son esprit critique et de bien analyser les articles. Les personnes qui souhaitent approfondir le sujet peuvent consulter un ouvrage très intéressant écrit en français, La malscience.